Bonjour à tous et à tous. Donc moi je m'appelle Corinne et je suis intégratrice senior. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais de l'intégration. Et pendant très longtemps, à chaque nouveau projet, je me suis demandé en fait comment améliorer la manière dont j'architecturais mon code CSS parce que je n'étais pas particulièrement convaincue de la manière dont je faisais jusqu'alors. L'année dernière, j'ai découvert IT CSS et ça a vraiment changé ma façon de faire parce que ça permet d'obtenir des feuilles de style qui sont maintenables et pérennes et fonctionnelles et qui sont particulièrement applicable indépendamment en fait, du contexte projet. Mais avant que je vous parle réellement de la méthodologie, il faut comprendre en fait, pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Il y a cela deux raisons. Les premières, c'est les caractéristiques du langage, CSS, et les deuxièmes, c'est les préférences, les habitudes des devs. Au niveau des caractéristiques du langage, on va avoir des choses qui ne sont absolument pas problématiques, mais qui peuvent s'avérer embêtantes en fait, dès lors qu'on travaille sur des projets de grande envergure. La première, c'est la notion de portée. En CSS, vous avez des styles qui sont applicables à l'ensemble du document dès lors que les requêtes médias, les media queries, correspondent, que ce soit appliqué en HTML ou en CSS. C'est pour ça notamment qu'on voit apparaître un gros intérêt pour les CSS modules ou les CSS ingest qui permettent de réduire en fait, la portée des styles. La deuxième, ça va être la problématique de l'ordre du code source. En CSS, en fonction de la manière dont vous allez agencer votre code, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Si j'ai deux classes qui ciblent un seul et même élément, qui modifient une même propriété, le fait d'inverser ces deux classes dans le code CSS ne me donnera pas le même résultat. La troisième notion, c'est la notion de cascade et d'héritage. Qu'est-ce que c'est une cascade et un héritage? C'est la notion de déclaration héritée. Ça veut dire qu'une valeur qui n'est pas forcément déclarée de manière explicite dans le code CSS peut néanmoins être appliquée. Par exemple, si j'applique un texte transform sur un élément UL, ce sera hérité par les éléments LI de cet élément UL. Et pourtant, dans mes éléments LI, je n'aurai pas de déclaration CSS qui traite de la propriété text transform. De même, je peux avoir un héritage qui est parfaitement géré et souhaité grâce à la valeur inherit. Donc ça, c'est vraiment en fait la notion de cascade et d'héritage qui fait qu'on peut avoir des règles qui héritent de styles qui sont soit intentionnels, soit en fait automatiques, et il faut y faire attention parce qu'on peut avoir en fait des effets de bord qui ne sont pas forcément sollicités. La troisième notion, c'est la notion de spécificité, et c'est quelque chose de très important en CSS parce que ça vous permet vraiment d'inverser la donne. En fonction du poids que vous allez donner à vos déclarations, vous n'aurez pas en fait le même résultat. Par exemple, si j'ai un lien qui a un identifiant et une classe, le fait de donner une propriété avec une valeur spécifique à un identifiant fait que ça prendra automatiquement la main sur la classe, même si cette dernière est surchargée avec un élément et qu'elle apparaît après dans le code source. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques de CSS qu'il faut connaître et comprendre et qui peuvent des fois poser problème quand on parle d'architecture CSS. Mais néanmoins, il n'y a pas que les caractéristiques de CSS qui font qu'on a besoin d'une méthode d'architecture, il y a aussi le problème des habitudes des devs. Chaque dev a une façon de faire qui lui est propre, souvent, et qu'il ne partage pas nécessairement. Par exemple, vous pouvez écrire vos noms de classe de différentes manières, avec des tirets bas ou du camel case. Vous pouvez aussi ordonner les valeurs de vos classes de manière complètement différente pour obtenir un résultat identique. Enfin, vous pouvez ordonner, toujours en HTML, vos attributs dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a absolument aucune incidence sur le résultat. Et tout ça, ça relève de préférences personnelles. Ça n'intervient pas réellement dans la manière dont vous allez voir le résultat. Par contre, quand vous voulez derrière maintenir un projet, le fait d'avoir quelque chose qui n'est pas uniforme, qui n'est pas codifié, qui n'est pas documenté, fait que vous allez passer du temps en fait, à le maintenir et à le faire évoluer.
Ça, c'est pour la partie HTML, mais pour la partie CSS, vous avez exactement le même problème. C'est-à-dire que vous pouvez, dans une règle, ordonner vos blocs de déclaration de la manière dont vous voulez, par exemple de la manière fonctionnelle, en s'appuyant sur la fonction des styles pour savoir comment les ordonner, ou sur la méthode alphabétique, en renseignant les propriétés par ordre alphabétique, vous obtiendrez exactement le même résultat. Mais en termes de maintenabilité, ça va être plus compliqué si ce n'est pas renseigné et si ce n'est pas homogène sur l'ensemble de la feuille de style. La deuxième problématique qui relève des devs, c'est la question de la documentation. Et là, souvent, il faut bien reconnaître qu'avec la documentation, on est quand même très mauvais. Quand elle existe, elle peut être incomplète. Par exemple, là, j'ai simplement un commentaire qui me dit que ce serait bien de la faire. Autant vous dire que ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez aussi la documentation qui est parfaite, qui vous indique qu'il s'agit d'un correctif, qui vous indique le navigateur ciblé, en l'occurrence IE6, qui vous indique un lien de référence pour comprendre le bug que ça corrige, à savoir le problème de double marge sur IE6 avec les flottants. Par contre, la question, c'est est-ce qu'elle est encore valide, cette documentation? Est-ce qu'elle est encore utile? À moins que vous ayez un public en Chine, IE6, il y a des risques, ou plutôt il y a des chances que vous n'en ayez plus besoin. Ensuite, vous avez le problème de la documentation qui n'est pas complète, on va dire, qui est trop succincte. C'est-à-dire que là, par exemple, en SAS, je vais utiliser un mixin, j'indique bien quelque part qu'il faut, si je veux avoir des billes pour comprendre le mixin, aller voir dans le fichier sprite qui se trouve dans le dossier tools. Par contre, il eût été plus intelligent de mettre dans mon mixin l'appel aux différents arguments pour savoir exactement dans quel ordre les éléments sont appelés. Enfin, en termes de problématiques dues au dev, on a la problématique de la disparité des compétences. CSS est certainement le seul langage auquel tous les devs, indépendamment de leur bagage technique, ont participé à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce qu'il arrive que le front qui est dédié au projet ne soit plus disponible, qu'il soit occupé ailleurs, qu'il fasse autre chose, qu'il ne soit plus là, qu'il n'y ait plus de support CSS. Et la dernière raison, c'est souvent de me dire « Moi, je suis dev back, mais CSS, c'est pas très compliqué. Si c'est pour rajouter une couleur, je peux le faire. » Et du coup, le problème, c'est que la compétence des différents intervenants n'est absolument pas uniforme. Vous ne pouvez pas préjuger du niveau de la personne qui viendra derrière vous. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, dans votre feuille de CSS, un élément qui vient préfixer une classe, vous ne savez pas si c'est intentionnel ou pas. Vous ne savez pas si l'élément est là pour faire une surcharge, ou si c'est juste parce qu'on ne comprend pas, en fait, le fonctionnement de CSS, ou si c'est parce qu'on cible cet élément particulier, vous ne savez pas en fait pourquoi c'est là. Et ça, c'est quand même un gros problème. Et donc tout ce qu'on vient de voir, les caractéristiques de CSS et les problématiques dues aux développeurs font qu'on a besoin d'une méthodologie. Et la méthodologie que je vous propose, c'est ITCSS. ITCSS va se baser sur trois notions fondamentales que sont la spécificité, qui répond à la question « quel est le poids idéal de mon sélecteur ?» La notion de précision, à quel point la règle que je veux mettre en place doit-elle être détaillée? Et enfin la notion de portée, combien d'éléments mon sélecteur doit-il concerner? Mais avant de rentrer dans le détail, il faut juste comprendre comment est calculée la spécificité. La notion de spécificité, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile à gérer en CSS, parce qu'on ne le comprend pas forcément. Pourtant, c'est relativement simple. La spécificité vous dit que les sélecteurs ont un certain poids, et que plus le sélecteur a un poids important, plus il sera prioritaire sur les autres sélecteurs. Alors, vous avez un élément qui a un poids de 1, un élément ou un pseudo-élément qui a un poids de 1, un attribut, une classe ou une pseudo-classe qui a un poids de 10, et un identifiant qui a un poids de 100. Donc, par exemple, si je prends des exemples, j'ai un attribut, un sélecteur d'attributs qui a un poids de 10, un identifiant qui a un poids de 100, un double identifiant qui a donc un poids de 200, une classe qui va avoir un poids de 10, une classe et une pseudo-classe, ça nous donne un poids de 20,
un identifiant, c'est un poids de 100, une classe, un poids de 10, ou une classe et un identifiant, un poids de 110. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, suivant ce qu'on va utiliser, les poids ne seront pas les mêmes, et donc la priorité ne sera pas les mêmes. Là, vous avez le début de la feuille de style de la recherche de Google. On se doute, quand on voit ça, qu'il y a un petit problème parce que la spécificité n'est pas particulièrement gérée, en fait. Elle est un peu chaotique. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça a été pensé. Pour comprendre en fait comment gérer la spécificité, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle un graphique de gestion de spécificité. Comment ça se présente? Ça se présente comme ça. En ordonnée, vous avez la notion de spécificité du sélecteur, le poids du sélecteur, et en abscisse, vous avez la position dans le code source. Où est-ce que ce sélecteur apparaît dans la feuille de style? À chaque fois que vous avez un sélecteur, vous avez un point, ce qui vous permet d'obtenir un graphe. Donc là, par exemple, vous voyez en fait que au début, on va avoir les sélecteurs d'attributs qui ont un poids de 10. Ensuite, on va monter sur le premier palier avec un identifiant. Le deuxième palier, c'est un deuxième identifiant. On redescend sur une classe, etc., etc. Et vous voyez bien que tout au long en fait, de notre feuille de style, on a une suite de creux et de pics qui n'est absolument pas prévisible, qui n'a aucune logique. Quand on voit ce graphique, on se dit « ouais, effectivement, ce qui va poser problème, c'est les pics ». Pourquoi? Parce qu'on nous a appris que surspécifier, c'est pas bien, etc., etc. Et en fait, non. Le problème, c'est pas du tout les pics. Parce que quand vous reprenez un projet qui a un graphique de spécificité comme ça, si vous voulez surcharger un pic, vous allez simplement mettre un élément qui va vous permettre d'avoir un poids plus important, et vous allez être tranquille. Vous êtes déjà sur un pic, donc vous prenez la main sur tout le reste. Par contre, si vous voulez surcharger une classe, vous voulez surcharger quelque chose qui a un poids de 10. Par contre, vous allez vouloir prendre la main indépendamment du contexte projet. Et indépendamment de l'endroit où peut se trouver cette classe, et cette classe, elle peut se trouver à l'intérieur d'un élément qui se trouve à l'intérieur d'un élément qui a un double identifiant de sélecteur. Et donc, du coup, si vous voulez avoir la certitude que toutes les déclarations de votre règle soient prises en compte, il faut surcharger de manière complètement artificielle le poids de votre sélecteur de surcharge pour faire en sorte qu'il prenne la main indépendamment de tout ce qui vient avant. Et donc vous allez passer d'un sélecteur qui a un poids de 10 à une surcharge qui va devoir avoir un poids minimal de 211. Parce que le niveau le plus important de la feuille de style, c'est 210. Si vous voulez mettre une nouvelle surcharge, vous allez devoir faire un sélecteur qui va avoir un poids de 212, ensuite 213, 214, 215. Et là, on se retrouve avec une guerre de spécificité, parce qu'au fur et à mesure que vous allez vouloir faire des ajouts, vous allez devoir être obligé d'ajouter du poids à vos déclarations. Donc, idéalement, comment régler ce problème? Eh bien, idéalement, il faudrait que votre graphique de spécificité en fait, ressemble à ça. Pourquoi? Eh bien, pour avoir l'assurance qu'au fur et à mesure que vous avanciez dans votre feuille de style, le niveau de spécificité augmente. Donc, ce qui arrive en fin de feuille de style prend automatiquement la main sur ce qu'il y a avant. Et ainsi, on épouse vraiment le principe de la cascade qui dit que ce qui arrive en début de feuille de style est automatiquement écrasé par ce qui vient ensuite. Si je prends un exemple, j'ai par exemple là un sélecteur qui a un poids de 10, qui viendra automatiquement écraser ce qui est avant, mais qui sera écrasé par ce qui vient après. Si j'ai un sélecteur qui a un niveau de 30, il prendra la main sur ce qui est avant dans la feuille de style, mais il sera écrasé par ce qui vient après. Si j'ai un sélecteur qui a un poids de 100, je prendrai la main sur ce qui est avant et je serai écrasé par ce qui vient après. Ça, c'est pour la théorie. La question maintenant, c'est de savoir comment la mettre en pratique. Comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique? Eh bien, au final, de manière assez simple, l'idée, c'est de découper les styles en couches fonctionnelles. Pourquoi en couches fonctionnelles? Eh bien, simplement parce que comme ça, on va pouvoir gérer au coup par coup la plage de poids, la plage de priorité de nos différents styles. Donc, on va découper nos styles en fonction de ce qu'ils font, en commençant par la partie des styles qui sont génériques. C'est-à-dire qu'on va commencer avec le sélecteur étoile, qui a un poids de 0,
On va aller généralement jusqu'à un poids de 2, 3, parce qu'on va aller faire de l'uniformisation de style, on va aller faire de la réinitialisation ciblée, on va aller faire du changement de modèle de boîte, et on ne va pas aller plus loin. Ça, c'est vraiment le socle de base de tout projet. Ensuite, on va aller appliquer les styles qui ciblent les éléments. Donc les éléments HTML, on n'utilise pas de classe, et là encore, on a un niveau de spécificité qui est relativement bas, parce qu'on touche à des unités. Après, on va commencer à mettre en place les objets. Les objets, qu'est-ce que c'est? Ce sont les motifs de conception structurelle. Comment est-ce que vos éléments vont se placer les uns par rapport aux autres dans votre page HTML? Donc là, on a un niveau de spécificité qui augmente parce qu'on introduit les classes, et donc on parle en termes de dizaines. Après, on va avoir une grosse partie qui est la partie des composants. Les composants, c'est quoi? C'est l'aspect esthétique. Et donc là encore, on gère des classes et on va venir ajouter toute la partie graphique. On va terminer avec un gros saut de spécificité qui concerne toutes les parties utilitaires. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple les styles un petit peu crades, les hacks, les styles dédiés à des navigateurs spécifiques, des identifiants, des déclarations d'importance, etc., etc. Et là, on a vraiment envie que ces styles-là prennent la main sur tout le reste. Par exemple, ça peut être des styles utilitaires pour masquer dans certaines conditions certains éléments, par exemple dans un contexte mobile, ce genre de choses. Et donc là, on est obligé d'avoir un poids important pour être sûr que, indépendamment de ce qu'il y a avant, la main soit prise. Alors, globalement, comment est-ce que ça se présente? Comment est-ce que ça se met en place? Imaginez que vous ayez un triangle et que ce triangle, en fait, représente votre feuille de style. Vous avez la ligne de base de votre triangle, qui est la première ligne de votre fichier CSS, et le sommet opposé, c'est la dernière ligne de code de votre fichier CSS. Et bien, on va simplement, en fait, déclarer les éléments, les couches, les styles, comme on vient de le voir, en commençant par appliquer les styles génériques, suivi des styles dédiés aux éléments, ensuite les styles relatifs aux objets structurels, aux motifs de conception structurelle, ensuite toute la partie graphique, la partie des composants, et on va terminer par les côtés utilitaires. Voilà. Là, je viens d'introduire la notion de triangle, mais je vous ai dit que ITCSS, c'est l'acronyme pour Inverted Triangle CSS, donc triangle inversé en CSS. Là, on a vu qu'on avait un triangle, mais on ne s'est pas réellement penché sur la question de pourquoi un triangle, pourquoi est-ce qu'on arrive à ça. Alors, chaque triangle, chaque côté du triangle représente l'une des notions fondamentales de la méthode. On a parlé de la spécificité, et on a vu que le niveau de spécificité sur votre feuille de style doit augmenter au fur et à mesure qu'on avance sur notre feuille de style. On commence avec un niveau de spécificité très bas, par exemple un sélecteur universel, et on avance pour avoir un niveau de spécificité qui augmente. Le deuxième principe d'ITCSS, c'est donc la notion de précision. À quel point ma règle doit-elle être détaillée? Là encore, le niveau de précision doit augmenter du début à la fin de votre feuille de style. Vous ne voulez pas avoir des styles CSS, des règles CSS qui sont trop précises trop tôt, parce que ce serait pas optimal. Vous seriez obligé derrière d'utiliser de la surcharge pour défaire ce que vous avez fait. Par exemple, si vous voulez styler les liens, vous allez mettre des styles bas niveau. Vous n'allez pas commencer à mettre des bordures ou des arrière-plans sur tous les liens parce que vous seriez obligé de le défaire après. Donc là, le niveau de précision doit être assez bas pour tous les liens et le sélecteur associé, ça va être un sélecteur d'éléments qui vaut 1, donc là encore un niveau de spécificité très bas. Si ensuite vous voulez avoir des styles un petit peu plus précis, donc par exemple vous voulez avoir des liens qui ressemblent à des boutons, le niveau de précision de votre règle va être plus précis, vous voulez avoir une bordure et un arrière-plan. Et donc le sélecteur associé va lui aussi être plus précis, vous allez faire appel à une classe. On sera dans la couche des composants. Si vous montez encore en niveau de précision, vous voulez avoir un bouton mais qui soit désactivé par défaut parce que vous avez besoin de ce style particulier. Et bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir
des règles qui sont encore un petit peu plus précises, qui vont venir surcharger le style par défaut de votre bouton, et vous avez le sélecteur qui évolue en conséquence avec une double classe, par exemple. Enfin, vous avez un style unique, par exemple, pour les liens qui vous permettent de remonter en haut de page. Ce style n'est applicable à aucun autre élément si ce n'est cet élément-là, et vous voulez par exemple, du coup, l'appliquer à un identifiant. Donc là, on a vraiment deux notions qui évoluent de pair, la spécificité et la précision. Vous ne pouvez pas avoir un niveau de précision qui est très important pour une spécificité qui est très basse, et inversement, vous ne pouvez pas avoir une spécificité très importante pour un niveau de précision qui est très faible. La troisième notion de notre méthode, c'est donc la portée, et vous aurez compris qu'à l'inverse de la spécificité et de la précision, la portée diminue au fur et à mesure qu'on avance dans notre feuille de style. Si vous avez bien fait les choses, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de la portée, parce que la portée, vous l'aurez automatiquement. Quand on cible un lien, on cible énormément d'éléments sur notre page. Quand on va cibler une classe, on ne va cibler que les éléments porteurs de cette classe. Pour une double classe, on sélectionnera encore moins d'éléments, parce que ce sera les éléments qui ont la première classe et la deuxième classe. Donc on augmente vraiment le niveau de spécificité et on diminue la portée. De même, pour les identifiants, ça ne concernera qu'un seul élément. Voilà, donc là, c'était vraiment pour toute la partie théorique. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Ça se présente comme ça. Donc là, je vous ai simplement mis des imports en SAS, parce que ça me faisait un petit peu mal de mettre des imports CSS, c'est une mauvaise pratique. Donc là, c'est juste pour vous indiquer dans quel ordre on va définir les choses. Donc sans surprise, on applique les couches dans l'ordre en appelant les éléments génériques, donc par exemple le modèle de boîte, les éléments, à quoi vont ressembler mes liens par exemple, les objets, donc par exemple là, comment se place un élément média, donc ça peut être une vidéo, un élément audio, une image avec un élément textuel à côté. Ensuite, on a les composants, donc par exemple, à quoi ressemblent mes boutons. Et ensuite, on a les styles utilitaires, donc là, c'est pour masquer les éléments de manière accessible. Si j'applique au fur et à mesure mes couches à une feuille de style, voilà ce que ça donne. Par défaut, j'ai un morceau de page HTML sans rien d'appliqué. Quand j'applique aucun style à ma page HTML, les styles du navigateur sont appliqués. Par défaut, le style navigateur va définir des styles de lien, une police, des marges, etc., etc. Quand je viens appliquer mes styles génériques, je n'aurai pas énormément de changements. Là, par exemple, je vais changer le modèle de boîte, je vais réinitialiser, uniformiser plutôt les styles navigateurs, et je vais appliquer quelques réinitialisations fonctionnelles, à savoir la suppression de certaines marges et la suppression pour les listes des marges internes et des marqueurs. Donc, les styles génériques n'apportent pas énormément de modifications, c'est vraiment transverse. Par contre, quand je commence à appliquer les styles d'éléments, c'est les styles par défaut de tous mes éléments. Donc là, on remarque que j'ai changé pour toute la page la famille de police, que pour la couleur des liens, j'ai mis du vert et j'ai enlevé le souligné par défaut, et que pour les titres, j'ai mis une taille de police par défaut. Une fois que j'ai appliqué mon style aux éléments, je vais appliquer mes styles d'objets. Donc là, c'est vraiment de la structure. Comment est-ce que vont se placer les éléments les uns par rapport aux autres? Donc là, on voit bien que je vois en fait comment vont se placer les éléments les uns par rapport aux autres, sans pour autant avoir d'aspect réellement graphique en plus de ce que j'ai défini sur les éléments déjà à la base. Je termine par donc la couche des composants, qui est vraiment la partie graphique qui va me permettre en fait d'obtenir vraiment le rendu final de mon site. Voilà, je voulais dire quelque chose, ça m'est sorti de la tête. Oui, si. Donc, dans la pratique, il faut juste se dire qu'un élément peut être à la fois un objet et un composant. C'est pas parce qu'on va découper en fait nos styles en fonction qu'on ne peut pas avoir plusieurs
éléments qui ont plusieurs fonctions. C'est-à-dire que par exemple, si je prends mes blocs, là, mes 3 blocs au milieu, vous remarquerez qu'ils sont agencés les uns par rapport aux autres, c'est de la structure, mais qu'en même temps, ils ont un style particulier. Les images ont une marge en dessous, les titres ont une certaine marge basse, j'ai une bordure en base de chaque élément, etc., etc. Et donc là, comment ça se fait? Eh bien, par exemple, si je prends mes 3 colonnes, je vais appliquer un style d'objet que j'ai préfixé par O pour plus de clarté. Donc O-layout pour l'élément englobant en totalité. Ensuite, j'ai O-layout item pour chacun des 3 éléments. Et quand je vais vouloir appliquer le style graphique à mes différents éléments, eh bien, je vais simplement aller rajouter, en fait, si vous voulez, un style graphique grâce à un composant qui sera là, pour le coup, intitulé cCard, donc préfixé par un C, pour plus de compréhension. Et donc, les styles graphiques viendront s'appliquer sur les éléments qui porteront la classe cCard, là où les styles qui viendront régir la manière dont vont s'agencer les éléments les uns par rapport aux autres s'appuieront sur les éléments porteurs de la classe O. Et si j'ai besoin de faire des modifications en fonction du viewport, je vais toucher à de la structure et donc je vais aller modifier mes objets et pas mes composants. Et ça a l'avantage en fait de vous donner des approches et des composants, des objets plutôt très réutilisables. C'est-à-dire que le fait d'avoir des éléments qui se mettent les uns en face des autres ou les uns en dessous des autres, ça va être un cas, ça va être un objet que vous allez réutiliser souvent dans la page. Et souvent, le comportement que vous allez vouloir obtenir pour ces objets en fonction du viewport sera le même. C'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine largeur de viewport, vous allez certainement vouloir que les objets se mettent les uns en dessous des autres, et pas les uns à côté des autres. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez utilisé un composant objet, un objet plutôt réutilisable, qui appartient à la couche des objets, et que vous avez adapté, grâce à des médias query à l'intérieur de cet objet, le comportement général, si vous réutilisez les objets pour d'autres choses, vous n'aurez pas besoin de réinventer la roue, parce que le fait que ce soit défini sur l'objet en tant que tel fait que vous bénéficierez des styles sur tous les éléments qu'il utilise. Voilà. Donc là, je me suis rendu compte que je suis allée très très vite. Quels sont les avantages d'IT CSS au final? Eh bien, ils sont de 2 niveaux. Le premier, ça va être au niveau du code. Vous allez avoir donc une approche modulaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réutiliser les objets. Et ça, c'est très pratique parce que vous avez quand même quelque chose, vous allez avoir énormément de socles en fait, que vous allez pouvoir transposer d'un projet à l'autre. Vous allez avoir tous les styles génériques qui seront utiles d'un projet à l'autre. Vous allez avoir certains objets, à moins bien sûr que vous ayez des contraintes de nom de classe, mais sinon les objets, vous allez pouvoir aussi les réutiliser d'un projet à l'autre en modifiant au cas par cas les différentes valeurs de breakpoint et les comportements sur ces derniers. Et vous allez avoir aussi les styles utilitaires que vous allez pouvoir réutiliser. Donc globalement, vous allez pouvoir piquer au cas par cas ce dont vous avez besoin et vous allez juste avoir besoin de modifier le rendu des éléments et des composants dans votre projet. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un socle de base facilement réutilisable. Ensuite, ça va vous permettre de limiter la quantité des règles CSS. Pourquoi? Parce que déjà, vous exploitez au maximum le principe de la cascade, et ensuite, parce que vous capitalisez en fait sur les règles que vous utilisez, notamment pour tout ce qui est objet. Vous surchargez au cas par cas uniquement, en vous appuyant vraiment sur ce qui est défini avant. Enfin, vous allez éviter la guerre de spécificité, parce que comme vous avez géré correctement votre niveau de spécificité, vous avez l'assurance qu'en fonction de la place des éléments dans le code source, ça prendra la main sur ce qu'il y a avant et ce sera écrasé sur ce qu'il y a après. Et donc vous aurez plus la question de vous poser la question de savoir est-ce que
si je mets cet élément-là, est-ce que ce sera correctement interprété par tout le monde, correctement appliqué, ou est-ce que j'aurai pas un dommage collatéral sur quelque chose qui vient d'ailleurs? Donc c'est quand même assez pratique. Donc ça, c'est vraiment au niveau du code. Et au niveau du développeur, vous allez avoir aussi des regroupements de styles, donc par couche fonctionnelle, ce qui va vous faciliter la prise ou la reprise en main du code. C'est-à-dire que quand vous voyez le code, vous comprenez comment il est organisé. C'est assez logique. Vous n'avez pas besoin d'un README qui vous explique que dans ce dossier-là, il y a ceci, cela et cela. Là, vous voyez, vous allez avoir, on va dire, 10 minutes de prise en main pour prendre un petit peu la température et pour voir comment ça marche. Et après, vous serez tranquille. Après, vous avez une simplification de la maintenance et des évolutions. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment où trouver les éléments et surtout où les placer. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous vous posez la question de savoir ce que fait le style, et en fonction de ce que fait le style, vous allez savoir où le placer. Si c'est juste un style par défaut d'éléments, vous allez le mettre dans la couche éléments. Si c'est un style qui touche à de la structure, ça va aller dans la couche objet. Si c'est vraiment un style graphique, vous allez le mettre dans la partie composant. Par contre, si c'est un style qui vient juste afficher, masquer certains éléments ou qui n'a pas d'autre but que de centrer du texte, ce sera peut-être juste de l'utilitaire. Enfin, vous prévenez les surcharges accidentelles non souhaitées, qui vont être dues à un niveau de spécificité ou un placement inadéquat dans la feuille de style. C'est-à-dire que même les personnes qui ne vont pas faire du CSS au quotidien vont savoir où placer les éléments en fonction de ce qu'ils veulent modifier. En règle générale, ils vont aller taper dans la couche objet, parce que ça va être des modifications graphiques à la marge. On va rarement leur demander de faire de la structure. Mais si davantage ils devaient modifier de la structure, ils sauraient qu'ils auraient à aller dans la couche objet, et avec un petit peu d'explication en amont pour ces personnes-là, il faudrait simplement leur dire, bon ben voilà, on va utiliser des classes, comment ça se présente, etc., etc. Et du coup, vous gagnez vraiment en fait en maintenabilité pour toute l'équipe. C'est-à-dire que derrière, vous n'avez pas le souci de vous dire, mais attends, comment est-ce que ça marche, où est-ce que je place les choses, comment je surcharge pour que ce soit bien pris en compte, etc., etc. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a des questions? On a une dizaine de minutes là, pour les questions, donc n'hésitez pas. Pas tous en même temps. Alors, merci pour le sujet qui est délicat déjà. J'ai bien aimé le lapsus modification pour les maintenances de la CSS, et j'avais en fait deux questions. C'était pourquoi les imports en CSS, c'est pas bien et il faut les faire en SAS ou avec des préprocesseurs. Oui. Et la deuxième, en fait, j'avais l'impression, enfin, j'étais assez friand de tout ce que je voyais, parce que je me suis dit, ah, enfin, ça y est, on en revient à faire du CSS en CSS et à respecter les règles et à retirer un petit peu tous ces frameworks et ces préprocesseurs, juste en comprenant en fait ce qu'on fait. Et en fait, quand j'ai vu il y a des exemples qui m'ont chatouillé et qui m'ont fait un peu retiquer, c'est de voir des divs dans des divs, avec des divs avec des classes et d'autres divs à l'intérieur qui viennent resurcharger au lieu justement de préférer peut-être une classe pour définir un élément et ensuite en décliner via les sélecteurs, par exemple les sélecteurs d'enfants directs, des éléments de liste. Donc c'est un petit peu cette question sur les imports et sur pourquoi réutiliser des divs là où, enfin des divs de divs, là où aujourd'hui juste en utilisant les sélecteurs naturels, on pourrait peut-être faire le boulot et en gardant un HTML un peu plus simple et plus propre.
Alors, je vais répondre dans l'ordre. La première question sur les imports CSS, c'est mal parce que du coup, en fait, c'est compté comme une requête à chaque fois. C'est-à-dire que si tu as une feuille de style global ou un style global qui va faire des imports, en fait, déjà, il faut attendre que la première feuille de style soit chargée et ensuite, tu fais une requête vers la deuxième feuille de style. Donc c'est un double malus parce que d'abord il faut attendre que le code CSS soit correctement chargé pour la première feuille de style et ensuite derrière on se tape des requêtes. Donc l'idée c'est juste en fait d'utiliser un préprocesseur pour compiler les différentes parties de la feuille de style. Est-ce que c'est clair pour la première question? Ouais, ça soulèvera d'autres questions mais je ne vais pas déborder. D'accord. La deuxième question qui touche, on va dire, par rapport à, enfin, comme je l'ai compris, par rapport à la pureté HTML et au fait d'avoir plusieurs classes sur un seul et même élément, c'est ça? Alors oui, et aussi d'écrire du HTML avec ses possibilités, donc c'est sa centaine de balises qui est disponible, et d'utiliser justement l'héritage et les sélections, les sélecteurs de CSS pour ce qu'ils savent faire. Alors, du coup, je ne suis pas sûre d'avoir compris correctement la Donc, question. d'éviter d'avoir des divs de div, qui est une balise complètement neutre et sans aucune signification. Donc, de préférer l'héritage HTML enfin, l'héritage des sélecteurs, avoir par exemple du ULLI. Oui. Alors là, c'était vraiment, enfin, les ULLI, c'était vraiment pour toute la partie d'introduction sur les caractéristiques CSS et sur les problématiques justement qu'on essaye de résoudre. Après, ce qu'il faut voir avec IT CSS, c'est que, mais d'ailleurs avec toutes les méthodes en règle générale, c'est que ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. C'est-à-dire que si on rajoute plusieurs classes dans le cadre d'IT CSS, par exemple, pour découper vraiment en style fonctionnel objet, composant, utilitaire, on va alourdir le code HTML, on va le rendre un petit peu plus compliqué, mais beaucoup plus lisible en termes de maintenance, parce qu'on sait globalement à quoi sert chaque classe, et on sait que si on dégage en utilitaire, on va pas supprimer 50 000 trucs, on va juste supprimer une chose. Pareil, si on intervient sur le composant, on sait qu'on ne va pas toucher à la structure, donc on gagne en lisibilité, mais on va perdre en complexité HTML. Par contre, l'avantage, c'est que on comprend ce que ça fait et on a vraiment des scopes en fait, très précis sur les différents styles. Par contre, si à l'inverse, on veut avoir une seule ou deux classes CSS et toutes les informations dans le code source, eh ben, on le perdra de ce côté-là en maintenabilité CSS. Et d'expérience, c'est beaucoup plus simple d'avoir un CSS succinct et clair et de gérer tout ça du côté du HTML en ajoutant des classes ponctuelles qui ont des effets très particuliers, plutôt que d'avoir une seule classe qui fait tout en CSS. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne? Tiens. Ah. Bonjour, merci pour ta conf, c'était super. Donc moi, ma question, ça sort un peu peut-être de IT CSS, mais c'est plus pour avoir ton avis en tant qu'intégrateur. Il y a la précédente question portait sur justement, aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup de préprocesseurs et de techniques pour générer du CSS sans faire de CSS, entre guillemets. Ouais. Et l'une d'entre elles, je ne sais pas s'il y a des confs qui m'ont parlé aujourd'hui, mais il y a JSS. Donc en fait, c'est faire du CSS avec du JavaScript. Et qu'est-ce que tu en penses de ce genre d'outils? Alors, je ne connais pas particulièrement, je vais avouer mon inculture à ce niveau-là. Par contre, j'ai tendance à penser que faire du CSS avec du CSS, c'est bien. C'est différent de CSS in JS, je pense. Non, je crois que c'est à peu près la même chose. D'accord. Ce qu'on va essayer de régler souvent avec CSS in JS, ça va être la notion de portée, en fait, parce qu'on a justement
le problème du fait qu'à partir du moment où on applique une feuille de style à un document, elle sera appliquée à l'ensemble du document. Et les CSS modules et les CSS in.js, en fait, vont nous permettre justement de réduire la portée. Et pour moi, c'est un faux problème dans le sens où, à partir du moment où on utilise des espaces de nom, comme ce que j'ai utilisé pour les objets et pour les composants, on va simplement en fait, réduire la portée artificiellement de nos styles et il n'y a plus de problème. Donc là encore, souvent, c'est une méconnaissance des principes de CSS qui amène à l'utilisation d'outils, là où une simple compréhension des caractéristiques de base fait qu'on n'en a pas besoin. Ouais, je pense que, dans le fond, je pense que je suis assez d'accord avec vous. Cool. Même si je suis très nul en CSS. et du coup, donc du coup, si j'ai bien compris, peut-être que ça va répondre en partie aussi à la question d'avant. Du coup, dans les objets, on va avoir tendance à mettre, du coup, d'utiliser toutes les propriétés CSS, les outils de layout, je suppose. Ouais. Et du coup, on va essayer de garder tout ce qui est fonte et colorisation dans les composants. Exactement. En fait, globalement, c'est vraiment tout ce qui est fonte, tout ce qui est couleur, tout ce qui est arrière-plan, c'est du design. En fait, globalement, si je devais utiliser une métaphore, je dirais que tout ce qui est générique, élément, objet, c'est le gros œuvre. Composants, c'est les coups de pinceau, c'est la finition, c'est où est-ce que j'accroche mes tableaux. L'idée, c'est vraiment de dire mes objets, et des fois, c'est là que la différence entre objet et composant est un petit peu difficile, de se dire, par exemple, est-ce qu'une marge fait partie de l'objet, parce qu'elle va me permettre d'espacer deux éléments au sein de mon objet, ou alors est-ce qu'elle fait partie du composant. Et là, les arbitrages, des fois, sont un peu touchy, et c'est là qu'on va se poser la question de comment est-ce que ça marche. Par contre, l'idée, c'est vraiment de se dire un objet, c'est un motif de conception structurelle réutilisable qui va me permettre d'avoir des éléments en vis-à-vis, donc typiquement du flex avec un space between, donc qui vont me permettre d'avoir des éléments qui se mettent les uns à côté des autres, ou alors si je rajoute un wrap, qui se mettent les éléments les uns en dessous des autres. Donc là, c'est vraiment de la structure. Si c'est de la structure, ça doit être réutilisable et ça ne doit pas porter de style esthétique. Ça répond parfaitement à ma question. Parfait. Merci. Merci beaucoup pour la conf. Comparativement aux autres architectures CSS, SMAX, Inuit, je me posais la question si c'était un choix perso ou s'il y avait vraiment une architecture comme IT CSS qui surpassait les autres. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la seule chose qu'impose IT CSS, c'est l'ordre de déclaration de style pour obtenir le graphique de spécificité qui monte. À partir de ça, on est complètement libre. On peut mettre des espaces de nom, on peut utiliser BEM, on peut utiliser SMAX, Inuit est d'ailleurs tiré de la méthode ITCSS, mais on est vraiment très libre et c'est ça qui fait qu'il est applicable à un grand nombre de projets. À partir du moment où on a compris comment ça marche et comment on doit faire évoluer le niveau de spécificité en respectant la cascade, on fait ce qu'on veut. D'accord, merci. Merci pour la conf. Moi, ma question, c'était surtout par rapport à la maintenabilité et par rapport à ce que tu disais, c'est le niveau homogène des équipes par rapport au CSS. Par exemple, demain, je dis « Ok, cool, je vais faire de l'IT CSS, je vais commencer à essayer d'organiser ma feuille de style de cette façon-là. » Et comment on fait pour garantir que dans le temps, les personnes qui vont passer derrière vont pouvoir continuer à respecter ces principes-là, le principe de poids, d'ordre, etc. Et pour ne pas se perdre, j'ai vu que tu avais proposé de préfixer déjà les objets, les composants avec une lettre. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques qui nous permettent de garantir ça, sachant qu'il n'y a pas vraiment de compilation, c'est vraiment le développeur qui doit garantir lui-même cet ordre et cette rigueur-là? Oui, alors la bonne pratique, effectivement, c'est d'utiliser des espaces de nom qui remplacent la couche. La deuxième bonne pratique, ça va être juste de renseigner globalement, peut-être avec un README, comment ça marche globalement, en disant bon voilà, si on l'ordonne dans ce sens-là, c'est pour obtenir ce résultat-là.
Donc il faut faire en sorte qu'on n'ait pas d'identifiant qui arrive dans les éléments, par exemple. Donc là, ça va peut-être simplement être un README qui donne 2-3 trucs en disant pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça, pourquoi est-ce que je veux arriver à ce résultat-là, éventuellement avec des liens qui pointent vers les confs d'Harry Roberts, parce que c'est lui qui a initié ITCSS. Après, il y a un truc qui est très pratique et qui n'a pas de réel lien, on va dire, avec ITCSS, mais qui est une bonne pratique qui répond à ta question, c'est la mise en place d'une table des matières. C'est-à-dire que, par exemple, une table des matières qui reprend en fait l'ensemble des composants, qui va lister ce que chaque fichier fait, parce que la bonne pratique, c'est un fichier, un style pour mes boutons, un style pour mes titres, un style pour mes liens, etc., etc. Donc là, on découpe vraiment. Donc ça nous permet de savoir où sont les styles, quels sont les styles qui existent pour ne pas réinventer la roue. Et on peut la générer automatiquement justement avec des préprocesseurs, hein, même si on fait du CSS pur, ça n'empêche pas qu'on puisse utiliser par exemple les préprocesseurs pour générer ce genre de fichiers. Et du coup, en fait, on gagne en compréhension du code et on limite justement les effets de bord du comment est-ce que ça va marcher. Après, il y aura effectivement quand même, on va dire, peut-être 1 ou 2 heures juste au départ à prendre avec les devs en leur disant bon voilà, là cette couche-là c'est des éléments, il n'y a pas de classe, là c'est des objets, les objets, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, c'est de la structure, là c'est des composantes, c'est de l'esthétique pure, mais on reste sur de la classe, et là si on en a besoin, ça va être les axes, ça va être les identifiants, ça va être les importances et les utilitaires. Et après il y a toujours possibilité d'utiliser un outil qui m'a permis de générer justement le graphe de spécificité. Je crois que j'ai mis le lien dans les slides, qui permet justement de générer le Specificity Graph Generator, qui permet en fait de générer sur un projet en fonction de la feuille de style le niveau de spécificité, et il existe en ligne de commande et il est possible en fait de l'utiliser, par exemple de l'intégrer à un processus automatique pour vérifier en fait que les ajouts qu'on a ne pètent pas tout. Donc ça peut être une piste. Merci. De rien. Merci. Et c'était la dernière question. Merci Corinne. Je vous en prie, merci à vous.